Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons implémenter la régression linéaire sur le logiciel R. Donc, nous allons utiliser l'interface RStudio pour pouvoir le faire. Donc, l'objectif étant purement pédagogique. Donc, c'est d'autant plus que nous allons utiliser des données fictives, d'ailleurs générées. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, nous allons voir comment vous pourrez, n'est-ce pas, adapter votre propre base de données que vous allez importer à la méthodologie que nous allons implémenter tout de suite. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, étant pédagogique, nous allons nous charger de l'implémenter, d'interpréter les résultats, voir les différents tests diagnostiques qu'on peut avoir sur la régression logistique, linéaire autant pour moi, donc la normalité, l'hétéroscédasticité, ainsi que la multicollinéarité, on va le voir, donc que ce soit beaucoup plus dans la régression linéaire multiple. Donc, on va également implémenter la régression linéaire simple. Donc, on va commencer d'ailleurs par là. Donc, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, nous allons nous diriger vers RStudio. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. L'objectif, c'est déjà de voir comment est-ce qu'on peut charger la base de données, donc estimer la régression linéaire simple, visualiser la droite de régression, faire des prédictions, vérifier les hypothèses de normalité, l'homocédasticité, etc. Ainsi que la comparaison de modèles linéaires et les modèles polynomiaux. On va voir comment est-ce que ça peut se faire. Donc, dans un premier temps, on peut supprimer tous les objets qui sont en mémoire. Donc, parmi les objets qui sont en haut à droite, là, donc les bases de données, les variables qui sont créées à gauche et à droite au niveau de l'environnement R. Donc, on peut utiliser la commande rs list égale à ls en parenthèse le vide, ça va permettre de supprimer tous les éléments qui sont en haut. Également les graphiques, on peut utiliser graphique.off pour pouvoir fermer les graphiques comme celui-ci qui est en cours qui est visible là. Donc si j'exécute, vous verrez que voilà, on peut également supprimer les éléments de la console en bas. Donc détourner la console, donc en utilisant la fonction cat entre côtes, on va mettre anti/slash 014, non. Et donc, lorsqu'on exécute, en cliquant sur Run là, vous verrez que les éléments de la console également ont été, n'est-ce pas, supprimés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, comment est-ce que on fait, déjà, à quoi c'est la régression, c'est quoi la régression linéaire simple? Donc, la régression linéaire simple, n'est rien d'autre que une méthode statistique qui permet d'expliquer ou alors de prédire une variable y donc dépendante à partir d'une variable ou de plusieurs autres variables indépendantes. Donc peut-être à titre d'exemple, on peut prendre x par exemple la hauteur des plantes et un y la hauteur des plantes et un x la dose d'engrais ou alors l'irrigation, la température. Bref, tout intrant qui peuvent être utilisés qui peuvent intervenir dans la croissance des plantes. Dans la régression linéaire simple, on a notre équation qui est sous la forme bx plus a et naturellement un terme d'erreur. Donc a c'est la constante, l'intercept, la valeur de y pour laquelle la variable explicative vaut 0, b c'est la pente, c'est la variation moyenne de la variable explicative quand la variable dépendante, lorsque la variable explicative augmente d'une unité. Dans la première étape dans notre implémentation, donc si on veut implémenter une régression linéaire simple, donc si c'est pas encore fait, vous devez installer les packages ggplot parce que ça permettra de représenter graphiquement le nuage de points et autres droits de régression. Donc si c'est nécessaire, ggplot permet de représenter plusieurs graphiques différents sur le même plusieurs courbes sur le même graphique. Donc, ggplot est déjà installé. Donc, si c'est pas installé, donc vous utiliserez. Donc, je vais mettre d'ailleurs le code en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger, l'implémenter, l'adapter à votre base de données si vous le souhaitez. Donc, ici, la commande install.packages, donc en parenthèse le nom du package entre griffes, ggplot 2. Donc, si vous ne l'avez pas installé, vous n'aurez qu'à exécuter cela. Donc, je l'ai déjà installé. Vous pourrez également installer le package car, le package
LM test. Donc, pour pouvoir installer, vous n'êtes pas obligé de passer par, vous pouvez directement passer par l'interface de droite là. Donc, ici, il y a Packages. Donc, si vous cliquez sur Packages, vous pourrez directement installer à partir d'ici, Install. Donc, cliquez sur Install. Lorsque vous êtes dans Packages, cliquez sur Install. Et donc, par la suite, vous allez, n'est-ce pas, saisir le nom du package. Voilà, donc ici, donc, si vous voulez télécharger directement à partir de CRAM, donc vous laissez l'option par défaut. Donc, vous allez saisir, par exemple, K. Donc, si je veux le package K, je sélectionne et puis je vais cliquer sur Installer. Ou alors, l'autre option, si vous avez déjà téléchargé le package en extension zip ou bien TAGZ, donc vous sélectionnez, vous cliquez sur Browse et puis donc vous allez aller sélectionner le fichier. Donc, mais pour le moment, donc, vous pourrez utiliser également ces commandes-ci pour pouvoir installer les 3 packages qui sont importants, K, ggplot2 et puis LM-test, donc pour les tests diagnostiques sur les résidus, notamment l'homocédasticité, les tests d'hétérocédasticité sur les résidus. Donc, après l'installation des packages, la prochaine étape, c'est de pouvoir charger nos différents packages ou librairies. ggplot, donc je vais utiliser library, ggplot. Donc, lorsque j'exécute le package ggplot exécuté, donc je vais également sélectionner les 2 autres K et puis LM-test et puis exécuter. Donc, vous verrez que là, mes 2 librairies K et LM-test ont été chargées. Donc, par la suite, après avoir chargé les packages qui sont importants pour pouvoir implémenter, donc vous pourrez importer votre base de données en utilisant par exemple la commande qui est là, data, à laquelle vous allez affecter la valeur read Excel. Donc, si c'est un fichier Excel par exemple, et puis vous allez préciser le chemin qui mène vers votre fichier. Ensuite, le séparateur, donc si c'est un fichier, donc si c'est un fichier Excel, vous pouvez le convertir d'abord en CSV. Donc, ça, c'est la commande pour pouvoir importer un fichier CSV directement sous R. Donc, préciser le séparateur. Donc, si c'est par exemple virgule, donc vous le précisez. Donc, mais ici, dans notre cas de notre tutoriel, donc nous allons générer une base de données en partant de façon aléatoire. Donc, c'est juste un cas de figure pour obtenir notre base de données. Donc, nous allons définir la sémence de notre de notre processus de génération de la base de données. Dans notre base de données que nous allons appeler data, nous allons lui affecter la valeur, nous allons lui affecter data frame. Data frame, c'est la fonction qui permet de définir une base de données en X. Notre variable explicative, nous allons définir une séquence de nombres entre 1 et 20 et 1 pour pas 1. Donc, c'est-à-dire que, bon, naturellement, ça va générer les nombres entiers de 1 à 20. Donc, lorsqu'on utilise cet élément, premier élément, donc Y sera égal à 2,5 plus 1,8 multiplié par cette séquence de nombres-là à chaque fois, plus RNORM. RNORM permet de générer une variable aléatoire qui suit une loi normale de ayant 20 éléments de moyenne 0 et d'écart type 3. Donc, on va générer notre base de données ici, constituée de variables x et y, de telle sorte que x va représenter la séquence de nombres entre 1 et 20, et puis des nombres entiers entre 1 et 20, et puis y, ce sera notre variable aléatoire qui sera définie par cette expression-là. Donc, on va la générer donc, de façon aléatoire. Donc, on a notre base de données lorsqu'on l'exécute. Ici, donc, à droite, en haut, vous voyez donc qu'on a notre base de données donc, qui s'appelle data. Donc, il y a bien 20 observations, 2 variables, telles que vous pouvez le constater là. Donc, on peut également vérifier la disponibilité de, voilà, donc, et notre base de données en utilisant la fonction cat, donc pour pouvoir vérifier aperçu de données. Maintenant, la commande head permet d'afficher les premières lignes de notre base de données. Donc, vous voyez que il affiche les 6 premières lignes par défaut. Donc, pour la variable x, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et y, les valeurs sont 2,61, 5,4, ainsi de suite. Donc, on a les valeurs de nos 2 variables x et y, les 6 premières. Donc, lorsqu'on utilise la commande head, on peut également utiliser la commande str pour voir le type str. Donc, observation, donc, premier, le type numérique. Les 2 variables sont des types numériques. Voilà, donc on peut également faire summary,
de notre base de données pour faire les statistiques descriptives de chacune des variables, donc à savoir le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile, le maximum pour chacune de ces différentes variables-là. Voilà. Donc, maintenant, il faut implémenter notre régression linéaire. Donc, c'est assez simple. La commande, la fonction LM, donc c'est une fonction qui permet d'estimer un modèle linéaire simple. Donc, on va estimer notre équation Y égale A plus BX. A, c'est naturellement la constante, l'intercept. B, c'est la pente de notre droite, pardon. Donc ici, non, on va affecter à notre modèle. Donc on va appeler modèle 1. On va lui affecter dans le symbole d'affectation inférieur et puis moins, le signe moins, c'est ça le symbole d'affectation sous R. On va lui appliquer la fonction LM qui est ici LM, c'est pour linear model en anglais. Donc, LM, c'est la fonction qui permet d'estimer un modèle linéaire. Donc, parmi les paramètres, il y a d'abord la spécification. Dans le symbole tilde, lie la variable dépendante aux variables explicatives. Donc, lorsqu'on a une seule variable, on va juste la spécifier comme ça. Mais lorsqu'on aura plus d'une variable, on va le voir tout à l'heure pour la régression linéaire, dans la spécification, on va juste additionner les différentes variables et on définit notre base de données par data égale data parce que notre base de données s'appelle data. Si au moment de la définition de notre base de données, on l'avait appelé par exemple données ou bien un autre nom particulier, donc ici on aurait mis data égale données. Donc voilà, donc le data qui est ici, c'est le mot réservé et le data qui est de ce côté à droite représente le nom de notre base de données à utiliser dans notre régression linéaire. Donc, on va exécuter cette commande d'exécution de notre modèle. Donc, un nouvel objet là qui a été créé, modèle, qui a 12 éléments. Donc, modèle list of 12. Donc, c'est une liste qui contient 12 éléments. Donc, naturellement, on va déchiffrer plus tard pour voir à quoi correspondent les 12 éléments, mais retenez que dans ces éléments, il y a les coefficients, les p-values, ainsi de suite, des éléments d'analyse qu'on va utiliser pour pouvoir interpréter notre modèle par la suite. Donc, la fonction summary pour notre modèle, donc on a appelé notre modèle 1. Donc, lorsqu'on lui applique la fonction summary sous R, donc il nous génère les résultats de notre régression. Donc, on va cliquer sur Run pour exécuter. Vous verrez que là, on a les résultats de notre modèle. Donc, on a le coefficient qui est là. On a d'abord d'autres informations sur le modèle, donc les résidus, la minimum, premier quartile, troisième quartile, maximum, donc sur les résidus. Donc les résidus sont compris entre moins 5 et 5, donc ça c'est l'intervalle des résidus. Mais on a d'autres éléments comme le coefficient, donc pour chacune des variables intercept, donc le coefficient de la constante de notre modèle est de 3,41, donc c'est-à-dire que lorsque la variable x vaut 0, notre variable y vaudra 3,41. Donc on a également ici 1,75, comme on l'a dit, c'est la valeur de la variation de la variable y lorsque la variable x augmente d'une unité. Donc ça c'est, donc les p-values sont là, donc les coefficients sont significatifs, étant donné que les p-values ici sont, bon, si on considère le seuil de significativité de 5%, on pourra considérer que les constantes et puis notre coefficient affectent significativement, notre variable x affecte significativement notre variable y d'après le tableau d'estimation qu'on a là. Donc sur la deuxième colonne, on a les coefficients. Ensuite, on a l'erreur standard, dans les cas types de nos erreurs. On a la T statistique qui est là, 2,45 pour la constante 47 et 15,14 pour dans les tests. Donc, lorsqu'en général la T statistique est supérieure à 1,95, 1,96 qui est le seuil de significativité de 5%, le coefficient est significatif. Donc, tous nos deux coefficients, que ce soit la constante ou le coefficient de notre variable X, sont significatifs. Au seuil de 5%, on a également d'autres éléments, l'erreur type, l'erreur standard, les résidus, nombre de degrés de liberté, le R carré, le coefficient de détermination et bien d'autres éléments. La p-value de la statistique de significativité globale du modèle Fisher. Donc, on a tous ces éléments-là qui permettent d'interpréter le résultat de notre modèle de régression qui est là, donc que vous pouvez mieux visualiser. Donc, on a
ça. Donc, par la suite, on peut tracer le nuage de points avec la droite de régression de notre modèle. La fonction ggplot, comme on l'a vu tout à l'heure, permet de le faire. Donc, il suffira de spécifier des défis. Dans le premier paramètre, c'est le nom de la base de données. Donc, notre base de données s'appelle data. Elle serait appelée données. On aurait tout simplement changé data en données selon le nom que prendra votre base de données. Donc, AES permet de spécifier la variable X. Donc, X, c'est grand X, notre variable explicative. Et notre variable dépendante, petit Y, c'est grand Y. Donc, les paramètres petit X et petit Y permettent de définir les variables d'axis et d'ordonnées de nos deux variables. Donc, sachant que ces variables sont dans la base de données data, donc il faudra mettre le nom exact de la variable en X et le nom exact de la variable dépendante en Y et la variable explicative en X. Donc, geometric point permet de représenter dans un intervalle de size, donc de longueur d'intervalle d'épaisseur 2, le nuage de points coloré en magenta, donc cette couleur-là. Et puis, donc, geometric smooth method égale LM, donc pour représenter la ligne, la droite qui représente la régression, la droite d'ajustement de notre nuage de points en couleur rouge, donc color equal red, donc couleur rouge, thème minimal, donc l'APS permet de définir les différents labels, que ce soit le titre, régression linéaire simple, X, donc la variable explicative, donc le nom, Y, vous pouvez changer ce qui entre côtes en fonction de ce que vous voulez, en fonction de, selon le nom que vous voulez donner à votre, dans la fonction geometric plot commence par une parenthèse ouvrante et elle se ferme là à la fin. Donc, si on exécute cette commande, que vous pourrez naturellement adapter, puisque je vais naturellement mettre le nuage, le code en commentaire. Donc, si vous exécutez, donc vous verrez que, voilà, donc à droite, là, en bas, vous verrez l'équation, le nuage de points, comme on l'a dit, donc avec les points, bien évidemment, en rouge, l'intervalle en couleur magnéta d'épaisseur 2, donc avec la droite d'ajustement en rouge, tel que vous voyez sous forme de ligne, donc qui représente l'ajustement de notre régression linéaire qui est là, donc on peut visualiser. Donc une fois cela fait, dans les autres étapes, on peut par exemple regrouper les équations, les éléments qui nous intéressent dans notre modèle 1, comme par exemple les coefficients, et puis les ajouter. Donc on va définir une variable qui va s'appeler coef, qui va prendre les coefficients de notre modèle 1. Donc si on définit une telle variable, et on utilise la commande print pour l'afficher, donc la commande print en parenthèse le nom de la variable. Donc si on exécute ces deux commandes, vous verrez que là, il va générer à la fois la commande, un tableau dans lequel il présente à la fois l'intercept, la constante, et puis le coefficient de notre variable. On peut également construire une équation qui est visible à partir de A et B, donc qui va permettre de définir les éléments de notre coefficient. Donc, vous pourrez exécuter cette commande-là. Elle vous permettra de pouvoir représenter cette équation visible là, y égale à ax plus b, b plus ax, donc où chaque élément a été remplacé par sa valeur à partir des éléments de notre matrice des coefficients. Donc, lorsqu'on l'a fait, on peut également faire d'autres représentations, comme par exemple prédit donc les valeurs d'une à partir de notre modèle, donc créer une variable qui sera la prédiction des différentes valeurs de notre modèle à partir de notre de la variable dépendante à partir de nos données. Donc on va utiliser la commande predict. On va créer une variable qui va s'appeler y-de8 predict. Donc data $y-de8, c'est juste pour dire dans la base de données data, on va créer une variable qui va s'appeler y-predict, à laquelle on va affecter la valeur predict modèle 1. Donc predict, appliquer un modèle de régression, permet de donner la valeur predict la prévision de notre variable dépendante en fonction de nos données sur notre échantillon. Donc, lorsqu'on va exécuter, on pourra utiliser le head. Donc, vous verrez que après avoir utilisé la commande head data, donc ayant créé une nouvelle variable y-predict, notre base de données data aura désormais 3 variables. Donc, en plus des variables x et y, on aura une troisième variable qui va s'appeler y-predict,
qui sera la prédiction à partir de notre modèle. Donc, lorsque j'exécute, donc vous verrez que en affichant avec la commande head, on a nos 3 variables. Donc, on a x, on a y, et puis on a y predict qu'on a créé. Donc, il a affiché naturellement les 6 premières valeurs. Donc, on peut par la suite prédire pour une nouvelle valeur. Donc, par exemple, on va définir par exemple nouveau x de notre data frame qu'on va par exemple prendre comme un vecteur c qui ayant les valeurs 5, 10 et 15, par exemple un vecteur qui a 3 valeurs. On va définir une data frame dans laquelle x c'est ce vecteur-là. À partir de ça, on va prédire partant de notre modèle et d'une nouvelle base de données qu'on va appeler new data égale nouveau x de notre nouvelle base de données là. On va pouvoir faire cette prédiction là. Donc voilà, on a ces différentes valeurs là. Donc 1, 2, 3. Donc c'est à partir de ces 3 valeurs là, on a prédit notre donc là, ce sont des éléments accessoires, mais les éléments importants qu'il convient de faire, c'est par exemple de tester les hypothèses a posteriori de notre régression linéaire. Donc lorsqu'on a une régression linéaire, il est toujours important, il est impératif même de pouvoir tester les hypothèses a posteriori comme la normalité des résidus par exemple. Donc tout à l'heure, on a créé une variable prédite, mais on peut créer également une variable résid, donc qui n'est rien d'autre que la fonction résiduale permet de prédire les résidus d'un modèle de régression à partir du modèle. Notre modèle s'appelle modèle 1, on l'a déjà créé. On va créer une nouvelle variable qui va s'appeler résidu, à laquelle on va affecter en utilisant la fonction résiduale qui permet d'extraire les résidus d'un modèle donné. Notre modèle s'appelle modèle 1. Donc, lorsqu'on va exécuter cette commande, il va tout simplement créer une nouvelle variable. Lorsque vous verrez à droite, là, vous verrez qu'il y a une nouvelle variable qui s'appelle predict résidu autant pour moi, qui voilà, donc qui représente les résidus de notre modèle. On peut utiliser par exemple le test de Shapiro-Wilk en utilisant la commande Shapiro.test en parenthèse nom de la variable. Donc lorsque je vais exécuter, j'aurai tout simplement le résultat du test de Shapiro-Wilk qui est là qu'on peut interpréter. La pi-value de Shapiro-Wilk est de 0,95. Dans le test de normalité, l'hypothèse nulle, c'est la normalité, donc les résidus suivent une loi normale. Et étant donné que voilà, donc la pi-value est supérieure largement à 5%, on va accepter l'hypothèse nulle de normalité. D'après le test de Shapiro-Wilk, on peut également faire une représentation visuelle en utilisant le QQ-plot. La fonction QQ-norm permet de le faire appliquer à la fonction le paramètre résidu. Donc, on spécifie quelle est la variable qu'on veut représenter. La variable résiduelle, c'est la variable qu'on veut représenter. Le main, c'est en fait le nom qu'on veut donner à notre groupe. Et QQ-line, résidu, permet de représenter les quantiles. Donc, lorsque cette représentation va se rapprocher le plus de la première bisectrice, on va pouvoir conclure graphiquement notre normalité qu'on a déjà naturellement confirmée avec le test de Shapiro-Wilk. Donc, lorsque j'exécute, vous verrez que voilà, la première bisectrice est là et voilà les points de notre quantile théorique, de nos quantiles théoriques par rapport au quantile d'échantillons de quantiles, donc se rapproche le plus possible de cette première bisectrice-là, donc qui confirme l'hypothèse qu'on a déjà eue à partir du test de Shapiro-Wilk, qui a confirmé la normalité de nos résidus. Donc par la suite, on peut également tester les hypothèses comme Shapiro, test de Brush-Pagan pour l'homocédasticité. Donc l'hypothèse du test de Brush-Pagan, c'est que il y a homocédasticité, c'est-à-dire la variance des erreurs est constante. Donc, c'est l'une des hypothèses de la régression linéaire. La variance des erreurs doit être constante, étant donné que si c'est pas le cas, ça signifie que donc on peut toujours améliorer le modèle, les résidus, pour pouvoir stabiliser le résidu, voilà, pour avoir un modèle assez stable. Donc, on peut ici par la suite le faire ainsi. Donc, on a la commande BP test qui permet de faire le test de Brush-Pagan. Donc, après avoir exécuté notre commande QQ-norm, on aura notre résultat, notre graphique QQ-plot sur les résidus de la normalité pour confirmer notre test de Shapiro-Wilk qu'on vient d'effectuer. Donc, par la suite, on va également tester l'homocédasticité, donc la constante de la variance de nos résidus. Donc, c'est une hypothèse fondamentale en régression linéaire qui stipule que la variance des résidus doit être constante.
Et voilà, donc si c'est pas le cas, c'est pas tout à fait logique, c'est d'autant plus que la prévisibilité des erreurs doit rendre stable le modèle. Donc, et il faut que les erreurs soient aient une variance constante. Donc, le test de Brecht-Pagan, BP test, donc la fonction BP test appliquée à notre modèle 1, lorsqu'on l'applique, on va par la suite avoir le résultat de notre test de Brecht-Pagan. L'hypothèse nulle, c'est la constante de la variance. Ici, la p-value est de 0,53, donc elle est largement supérieure à 5%. Donc, on accepte une hypothèse nulle de constante de la variance, donc d'homocédasticité de de nos résidus. Donc, tout est bien détaillé, bien expliqué dans là. Donc, en plus de ça, dans d'autres éléments importants qu'on peut regarder, donc on peut regarder, donc, on s'est limité jusqu'ici à la régression linéaire SM. On peut également générer un autre jeu de données. Dans le jeu de données, data, donc X1, on va lui affecter, X1 va garder la valeur X. Donc, c'est pour ça que ici, vous voyez data $X1. Donc, on définit une nouvelle variable X1 qui prend les mêmes valeurs que celle de X. Donc, data $X. On définit une nouvelle variable X2 qui prend les valeurs de X plus une valeur normale. R norm permet de définir une valeur qui suit une loi normale de moyenne nulle et de variance et d'écart type 2. Donc, on va également définir une troisième variable X3, data $X3. On va utiliser une valeur aléatoire dont le moyenne 10 et l'écart type 3. Donc là, on va définir ce nouveau jeu de données là. Donc, X1, X2, X3. Donc, on va par la suite faire une autre régression que nous allons appeler modèle 2, dans lequel on va utiliser la même fonction LM linéaire modèle. Donc, dans la spécification d'un modèle linéaire multiple, dans la spécification, on laisse bien évidemment notre variable explicative à gauche, Y, le symbole tilde, et à droite, on va faire X1 plus X2 plus X3 pour dire que les variables explicatives par rapport auxquelles on veut exprimer notre variable dépendante, c'est X1, X2, X3. Donc, on définit bien évidemment la base de données data égale à data. Donc, en fonction du nom que vous allez donner à votre base de données, vous allez adapter ici. Data va être égal au nom en question. Donc, j'exécute cette commande-là d'estimation de mon modèle 2 qui met en relation ma variable Y en fonction de ces trois variables explicatives-là sur ma base de données. Par la suite, je peux faire un summary pour appliquer à mon modèle 2 pour pouvoir avoir les résultats de notre modèle qui sont là dans votre console, tel que vous pouvez le voir avec pour chacune des variables. D'abord, la constante, on a son coefficient là, 4,4, X1, 1,86, X2, moins 0,09, X3, moins 0,011. Donc, la seule variable qui est significative ici, c'est X1. Donc, avec un coefficient, une p-value de 0,00, qui est largement inférieur à 5%. Les autres p-values sont supérieures à 5%. Donc, ces variables-là n'affectent pas significativement notre variable Y. Donc, ce que ça signifie, donc on a également R carré qui est assez élevé, p-value de test de significativité globale, donc le modèle est globalement significatif. Cette p-value est inférieure à 5%. Test de la p-value de Fisher pour le test de significativité. Bon, bien évidemment, lorsqu'on a plusieurs variables, on peut regarder la multicollinéarité avec la VIF, Variation Inflation Factor, l'inflation de la variance. Donc, VIF appliqué au modèle, lorsqu'on exécute, on va avoir le VIF de chacune des variables. En réalité, lorsque la VIF est inférieure à 5, c'est acceptable. Lorsque c'est supérieur à 10, on a un problème sérieux de multicollinéarité. Entre 5 et 10, on a un problème de multicollinéarité qui est modéré. Donc, logiquement, ici, étant donné que les deux premières variables ont des VIF largement supérieurs à 5, on va d'abord éliminer l'une des deux variables, celle qui a la plus grande VIF, c'est la variable X1 qui a une VIF plus élevée que toutes les autres non pas oui VX1 qui a une X2 autant pour moi qui a une VIF plus élevée. On va d'abord si on veut être rigoureux, normalement dans ce modèle on devrait
éliminer X2 ici, donc au niveau de la spécification du modèle X2. Donc si je l'élimine comme je l'ai fait et que je réexécute mon modèle, donc summary, donc vous verrez qu'on a maintenant deux variables, voilà, X1 et X3. Si je refais la VIF appliquée à mon modèle ici, X2, vous verrez que voilà, donc là, il n'y a plus de valeur. Donc en réalité, la variable qui posait problème, c'était le X2. Et c'est d'ailleurs logique, tel que vous voyez le processus de génération, il y a un lien entre X1 et X2, tel que vous voyez la spécification qui a été donnée là. Donc c'est même tout à fait logique que ces deux variables-là soient corrélées et donc causent des problèmes de multicollinéarité. Voilà, donc je vais euh, revenir à mes trois variables. Donc je peux après, lorsque donc je vais refaire mon modèle avec mes trois variables par exemple. Voilà, donc je peux le refaire ici. Euh, donc, je vais venir à la régression polynomiale. Régression polynomiale, c'est tout simplement une régression dans laquelle je vais par exemple considérer que ma variable x, donc je vais estimer ma variable x, y en fonction de x comme polynôme de degré 2 par exemple. Donc, je vais supposer qu'il y a une relation polynomiale entre les deux. Donc, dans le modèle, je vais créer un nouveau modèle poly 2, dans lequel, donc, utilisant toujours la fonction lm, puisque c'est linéaire, donc, mais, sauf que les variables explicatives, ce sera x carré. Donc, si je suppose que c'est un polynôme de degré 2, donc c'est pour ça que dans la spécification, je vais utiliser poly x, donc c'est pour la variable, 2, c'est le degré, row égale true, donc voilà, donc data égale data, puisque ma base de données s'appelle data. Donc, je vais l'appliquer, donc si j'exécute ce modèle, et que je viens également exécuter le summary du modèle, le résultat sommaire du modèle, j'aurai voilà, donc j'aurai ce résultat pour mon modèle polynomial, poly, row, true, 1, polynôme, degré. Donc on a là les résultats du coefficient x et de son carré. Donc le carré n'est pas significatif, le x comme dès le départ était significatif. On peut faire un tracé comme tout à l'heure de la courbe polynomiale. Donc on voit qu'il n'y a pas une grande différence par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Mais l'un des éléments qu'on peut regarder par exemple, c'est d'utiliser par exemple les critères d'information comme les AIC, Archaic Information Criteria, pour comparer le modèle 1 avec le modèle polynomial. Donc, le modèle 1, c'était le modèle avec une seule variable x. Et pareil avec le modèle polynomial, mais sauf que, voilà, donc on a considéré qu'il y avait une relation polynomiale. Donc, si on compare les deux modèles en utilisant le Archaic Information Criterion, vous verrez que le meilleur modèle sera le modèle qui aura la plus petite valeur de AIC, donc c'est le modèle qui minimise le critère d'information. Vous verrez que le modèle AIC pour modèle 1 a 104,37, tandis que le modèle polynomial a 106, donc c'est plus élevé en termes d'information. Donc, ça signifie que le modèle linéaire est meilleur que le modèle polynomial. Donc, s'il fallait arrêter un modèle, ce serait le modèle linéaire. Donc, on peut également comparer les R carrés ajustés en utilisant ces commandes-là que vous pouvez exécuter, adjusted R squared. Donc, lorsqu'on exécute, vous verrez que le R carré de notre bon, à défaut d'utiliser cette commande, vous pouvez tout simplement estimer les différents modèles linéaires, modèles linéaire. Donc, le résultat donne directement le 1 carré à défaut d'utiliser cette commande. Donc, vous pouvez juste ajuster. Donc, je vais d'ailleurs vous mettre, comme je l'ai dit, le script dans le commentaire. Donc, le 1 carré du modèle linéaire est également plus élevé, 0,92, que le 1 carré du modèle polynomial, 0,91. Donc, ça confirme également le fait que le modèle linéaire est meilleur que le modèle polynomial. Donc, on peut également extraire les éléments du modèle pour les consigner dans un tableau, les éléments comme les différents coefficients, un carré et autres. Donc, si j'exécute et que je représente la table en utilisant la commande print table, donc vous aurez ça, ce résultat. Donc, on a les estimations, l'erreur standard, de t et puis la p-value, un carré plus haut du modèle. Donc, voilà, donc c'était un peu là résumé la régression linéaire simple qu'on a pu implémenter sous R. Bon, je mets le script en commentaire pour que vous puissiez le télécharger, l'appliquer, soit en l'état ou alors en l'adaptant à votre base de données, pour pouvoir mieux implémenter
l'analyse des données. Donc, sur ce, donc, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons une fois de plus à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle aventure. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.